il y a, merci beaucoup. Tu sais, quand le M66 est né, j'ai été pendant longtemps, quelques semaines en tout cas, en situation d'observateur. J'ai essayé de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Bon, ces jeunes, ils étaient très actifs sur TikTok et pas toujours sur des questions politiques. Après, j'ai vu que ça rassemble, ça commence à parler de ce nombre de problèmes de pays. Et j'avoue que j'ai été un peu à leur école pour comprendre que non, notre bataille pour le changement au Togo, on peut plus s'accrocher au même mécanisme comme par le passé pour dire voilà, pendant que quelqu'un comme moi, peut-être trop intellectuel, dirait, ben vous savez, les gars nous ont imposé une constitution et autres. Même si aussi ça a attaqué le régime en disant, les gars, de type tu as fait 4 mandats, donne-nous ton bilan. En s'alignant un peu sur, disons, les pamphlets de Madame Nyakade, entre autres. Donc, j'ai observé, j'ai eu l'occasion de parler avec des amis comme Zaga, et je salue l'ouverture d'esprit de quelqu'un comme Zaga, on ne se connaissait pas, on a parlé, il m'a mis en contact après avec ses autres camarades, mais sincèrement parlant, je n'étais pas le seul à être en contact avec eux jusqu'à aujourd'hui. L'homme 66 que j'ai appris au fur et à mesure à découvrir, ben, ces jeunes, je ne sais pas comment ils s'y prennent, mais ils sont en contact avec tout le monde, avec des dizaines, sinon des centaines de Togolais, qui spontanément viennent vers eux. Mais tout simplement parce que ces jeunes ne font pas de petits calculs politiciens, vous voyez. C'est des gens qui disent pour le fait que des opposants, des gens qui disent qu'ils sont opposants au régime de Pogna Simbe, à la dictature, ça passe encore à ces jeunes-là. Ils sont tous élevés contre la dictature. Comment vous, non, dites-nous sincèrement. S'il vous plaît, monsieur Dani, ne soyez pas prudent, s'il vous plaît. Dites-nous tout, dites-nous la vérité. Non, c'est même pas ma manière. Moi, je dépends de personne. Je suis quelqu'un de très à l'aise. Non, je vais te le dire franchement. Parce qu'ils ont peur. Ouais. Mais les gars, on leur a tout pris, mais ils aiment bien leur position, là. Les gens veulent des titres. Il y a des gens qui veulent qu'on dise qu'ils sont chefs d'opposition. Il y a d'autres qui, quand ils disent, bon, quand Ford sera fatigué, peut-être il va nous proposer quelques strapontins et puis on va se contenter de ça. Ou alors, ils trouvent que la diaspora qui s'est organisée et qui soutient le M66 est un adversaire potentiel. Donc, c'est une réaction naturelle qu'ils ont pour dire, ben, écoutez, tant qu'on ne contrôle pas ces jeunes-là, autant les combattre. C'est ça une réaction qu'ils ont. Et ils ont tort. Ils ont tort parce que moi, j'étais là. Vous savez, on a suivi la série de mots d'ordre que Zaga et ses camarades ont donné. J'avoue que ils se parlent entre eux et puis nous, on apprend par les médias sociaux qu'il y a une manifestation telle date. Et puis nous étudions, c'est autour de quoi ils expliquent dans leur live et puis on essaie d'accompagner et puis on relaie leur message. Et en aparté, s'ils nous demandent des conseils, on leur dit ce qu'on pense. Mais j'avoue que c'est cette autonomie qui a fait du M66 sa force. Si quelqu'un avait tenté de les contrôler, eux-mêmes, ils ne seraient pas allés loin. Vous voyez, M66 s'est référé à l'arrestation d'Amron et autres. Après la libération d'Amron, quand il s'est affaibli intérieurement ou bien il a fait profil bas, parce que c'est aussi un homme que je respecte, ça n'a pas empêché le mouvement de continuer. Vous voyez? C'est parce qu'il est autonome, parce que c'est un mouvement social, citoyen. Et les mouvements citoyens, on ne les contrôle pas. Ceux qui tentent de les contrôler, ben, soit ils ne savent pas ce qu'ils font, et ils vont se casser la gueule, ou alors ils vont eux-mêmes se perdre en cours de route. Donc je crois que c'est ça aujourd'hui. Quand vous appelez Zaga, Togbevi, Roméo et quand j'ai vu aujourd'hui pour dire, et que vous arrivez à les convaincre pour dire, bon, on promettait de travailler avec moi parce que je suis leader d'un parti. Qu'est-ce que vous gagnez en faisant ça? Vous voyez? Ce n'est pas ça l'approche. L'approche de dire qu'il y a un mouvement qui a réussi en quelques 3-4 mois à remettre le Togo dans l'actualité internationale. À faire en sorte qu'on parle du Togo et à faire en sorte qu'on sache qu'il y a des problèmes, que les Togolais aspirent à autre chose que ce régime qu'on leur impose. À partir de ce moment-là, il faut commencer à dire, bon, il faut quand même qu'on se parle. Ce que j'aurais fait, moi, si j'étais leader d'un parti politique, c'est que je dirais, qu'est-ce que j'ai à apporter dans cette dynamique? Si j'ai des militants dans le pays, je leur dirais, les gars, vous savez, nos élections là, on connaît les limites désormais. Donc, on n'attend pas de vous, votre voix en tant qu'électeur ne compte plus. Votre voix en tant que militant de base ne compte plus.
devenez des patriotes, soyez à l'écoute de ces mots d'ordre, faites ce que vous pouvez. Et vous, en tant que parti, vous pouvez même plus les contrôler parce qu'en ce moment-là, ils sont aussi dans une dimension qui est différente. C'est ça que mes grands frères et grandes sœurs qui animent des partis politiques au Togo n'ont pas eu la décence et la présence d'esprit de faire comme exercice. Parce que quand l'espace est fermé, c'est comme le rythme du tam-tam qui a changé. La danse doit aussi s'adapter à ça. Vous ne pouvez pas continuer à faire comme si tout est normal. Moi, je m'attendrais à ce que des partis qui survivent aujourd'hui dans cette 5e République soient dans une position de contestation. Je voudrais voir des dizaines de militants de partis en prison aujourd'hui et que leurs leaders fassent des sit-ins devant les prisons pour demander leur libération. Ça aurait été ça le Togo normal. Mais si on n'a pas ça, c'est que ceux-là qui sont dans ces partis sont complices. Je suis désolé de le dire. Parce qu'il faut braver les dictatures. Lorsque vous le dites comme ça, M. Dani, vous savez, moi, le truc là aussi, mon inquiétude, c'est que, est-ce que le mouvement M66 aujourd'hui a la force de combattre en même temps Paul Gnassingbé et en même temps l'opposition traditionnelle qui, au lieu de soutenir le mouvement M66 pour renverser Paul Gnassingbé, c'est riche aujourd'hui maintenant contre le mouvement M66. Est-ce que ces jeunes-là aujourd'hui auront la capacité de combattre en même temps Paul Gnassingbé, de combattre l'opposition? Est-ce que cela va donner de résultats au Togo? Dites-nous franchement, M. Dani. Je vais le dire franchement et en 2 phrases. Ils n'ont pas besoin de combattre l'opposition. Ils ont besoin de l'ignorer et de continuer à combattre seulement Paul Gnassingbé. C'est la seule chose qu'ils ont à faire. Alors, M. Daga. Merci beaucoup. Tu sais, dans d'autres pays comme en RDC où on a connu Étienne Tshisekedi qui se battait aussi avec le leader charismatique et d'autres partis politiques à côté. Étienne, que j'ai eu la chance de rencontrer plus d'une fois avant sa mort, il n'a jamais accédé au pouvoir d'État, vous voyez. C'est un peu la situation au Togo aussi. Maintenant, quand je dis qu'il y avait de grands leaders à l'époque, c'est qu'après la conférence nationale des Togolais ont créé des partis politiques, des appareils, et ils ont recruté d'autres Togolais, ils les ont formés, ils les ont préparés à prendre et gérer le pouvoir d'État. Ils étaient dans une opposition plus ou moins structurée. Mais quand je dis qu'il n'y a plus d'opposition aujourd'hui, c'est pas parce que les gens qui animent le semblant d'opposition aujourd'hui ne sont pas des gens bons, humainement bons, mais c'est parce que le régime, je n'attaque pas ces personnes-là, elles sont victimes du régime. Mais j'attaque le régime du RPT UNIR qui a réussi à tuer tout le système partisan togolais. Vous voyez? Au Togo, je dirais la même chose de la presse. À mon temps, moi, j'ai travaillé dans des journaux charismatiques comme Forum Hebdo. Avec Aga, j'ai travaillé dans des journaux comme La Parole de Kani Bertin. C'était des journaux qui étaient nés juste dans la foulée de la conférence nationale et qui sont battus pour le changement au Togo. Donc, il y en a qui allaient dans les partis politiques, d'autres allaient dans les syndicats, d'autres allaient dans la société civile. Et nous, on était à l'époque dans la presse. Et j'avoue que c'est ça le microcosme qui a, au fur et à mesure, piloté la lutte pour le changement. Il y avait des fronts, plusieurs fronts, pour le changement au Togo. Au code qui réunissait les partis politiques, mais à côté, il y avait des syndicats, il y avait la société civile aussi. Vous voyez, donc, on n'a plus ces leaders-là, non seulement parce que ceux-là qui étaient là, ils ont vieilli, certains sont morts, la plupart sont morts, et ils sont plus, leurs partis politiques ont été totalement neutralisés par le régime, mais ceux qui sont là aujourd'hui n'ont plus la capacité de faire quoi que ce soit. Parce que quand ils vont aux élections, leurs voix ne seront pas comptées normalement. Parce qu'on ne laisse pas organiser la vie de leur parti normalement. Vous pouvez dire on a des militants dans toutes les préfectures, mais vous ne pouvez pas organiser d'activités dans ces préfectures. Vous voyez? Donc, le problème n'est pas l'existence de ces partis. Le problème, c'est que aujourd'hui, ils ne sont que des faire-valoir du régime. Pas parce que les hommes et les femmes qui les animent sont mauvais, mais parce qu'ils continuent à croire que leur parti peut servir alors qu'ils sont vidés de leur substance. Moi, si j'avais un parti politique, une fois que Faure a dit « je vais rester votre président parce que mon parti UNIR va toujours gagner les élections », moi, si j'avais un parti politique, j'allais m'auto-dissoudre. J'allais dissoudre parce que ça ne peut plus, on ne peut plus compétir dans ces conditions-là. Attendez. Monsieur, comme l'a Dani Aïda, alors, ce que vous venez de dire, cela m'amène à vous poser une question que je n'aime pas souvent poser à mes invités pour ne pas créer une sorte de division entre les Togolais. Vous savez, au Togo actuellement, il y a
il y a deux courants. Il y a certains qui pensent que oui, voilà, il faut aller aux élections et défendre lorsque nous allons aux élections. Et puis, si on gagne et que le régime tente de nous arracher notre victoire, il faut lutter pour pouvoir l'avoir. Il y a d'autres qui croient que non, il n'est pas question d'aller aux élections avec un dictateur. Il n'est pas question de participer à quoi que ce soit avec le dictateur. Il faut tout rejeter. Et quelle est votre position par rapport à ces deux courants, vous, monsieur Dani? Il n'y a pas de position de principe par rapport à ça. Si j'ai la possibilité aujourd'hui, parce que j'ai fait ce travail pendant longtemps, pas seulement en Afrique, même en Europe et dans d'autres pays, si j'ai la possibilité de réunir quelques partis politiques togolais aujourd'hui, de les outiller pour faire face à unir, j'en ferai des appareils de combat, de lutte politique. Mais leur arme ne serait pas les élections, parce que les conditions pour gagner les élections n'existent pas au Togo. Vous voyez? Donc les partis ont leur rôle. Vous savez, à ce moment, est-ce que sous l'apartheid en Afrique du Sud, l'ANC aurait jamais gagné les élections? Non. Mais on a l'apartheid au Togo aujourd'hui. Hein? Qu'un parti politique ose organiser un événement public à Lomé demain, vous allez voir ce qui va arriver. Donc, quand on est dans ces conditions-là, on ne force pas. On vous utilise parce que l'espace public est fermé. Ben, quand c'est comme ça, là, ben, vous bravez. Moi, j'aurais aimé qu'aujourd'hui, à l'Assemblée, là, on n'ait que unir et que le monde entier sache que Faure Gnassingbé qui dit qu'il a mis en place un régime parlementaire est plutôt un monarque. Et que les Togolais le combattent en tant que monarque. Et que le monde entier sache qu'il n'y a même pas un semblant de démocratie au Togo. Mais quand on est là et qu'on l'accompagne en participant à des élections qu'on sait qu'on ne gagnera jamais, mais là, je suis désolé, on joue le jeu de l'oppresseur en ce moment-là. Par principe, je n'encourage pas à ce qu'on boycotte les élections. Vous voyez la Côte d'Ivoire, les récentes élections législatives, présidentielles puis législatives en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il fallait que PACI ou bien le parti le PDCI-RDA et autres participent? Ce sont de grands partis politiques. On a vu ce qui a été fait pour les empêcher leurs leaders de compétir. Mais quand il y a la possibilité pour ces partis de se positionner, de gagner, on aurait pu les encourager. Vous avez vu la division qu'il y a eu au niveau du PACI et même au niveau du PDCI-RDA. Donc, ce sont pas, je viens de dire, est-ce qu'il fallait qu'on participe, est-ce qu'il faut participer aux élections au Togo ou pas? En fait, c'est une question qu'il ne faut même pas poser. Il faut poser la question plutôt, quel est le type de régime qu'on a au Togo aujourd'hui et comment le combattre? Comment le transformer? Aujourd'hui, le Togo n'est pas réformable. Le régime Gnassingbé a fraudé, triché depuis les années 90, les années 2000 et autres, est tellement fatigué de tricher qu'il dit, bah, écoute les gars, j'ai pitié de vous, on ne fait même plus d'élections. Absolument. Quand c'est comme ça, ben vous aussi vous tirez les conclusions et dites, écoutez, dans ce cas, nous n'avons même plus besoin d'exister là. Et là, on se positionne face à lui de façon plus forte encore. Vous voyez, c'est ça qu'on n'arrive pas à faire. Moi, j'aimerais qu'on ait des cadres de discussion avec des partis politiques, des sociétés civiles et autres. Je vous assure qu'on allait trouver des modus operandi. On allait dire, ben écoutez, ok, maintenant qu'ils croient qu'ils nous utilisent, partis politiques, comment l'espace, même étriqué, restreint qui existe, comment on peut l'utiliser. J'ai vu ce week-end ma grande sœur Brigitte Adjamago Johnson organiser dans un centre communautaire à Lomé une séance pour rendre compte à des militants de ce qu'elle fait à l'Assemblée. Vous voyez, c'est courageux de sa part. Mais Madame Brigitte Adjamago Johnson, quand j'étais à Lomé, jeune étudiant, j'étais en deuxième année pour m'apprendre le droit civil à l'époque. Après, je l'ai vue, elle était militante, GF2D et autres, vraiment c'est une femme de référence. Mais aujourd'hui, j'ai pitié d'elle. Qu'est-ce que la pauvre peut faire dans cette meute de gens qui ne croient pas aux lois qu'ils votent eux-mêmes? Vous voyez? Elle est seule avec un autre que je connais bien, le professeur Goguet, qui sont là parmi des gens, quand ils viennent à l'Assemblée, ils attendent juste qu'on leur dise c'est quoi qu'on a et qu'est-ce qu'on doit voter, mais pas pour véritablement étudier la qualité des lois qu'on vote et puis l'impact que ça aura sur la vie des Togolais. Donc, là,
Elle est dans un rôle, elle peut dire, bon, elle va laisser me voir, mille wedo de, mais mille wedo de, en quel est tout les mots? Tu vois, non? Donc, c'est ma professeure, je la respecte, c'est ça. Et la dernière fois, revenons maintenant au niveau local, j'ai de très bons rapports avec un autre acteur politique que je respecte, Jean-Pierre Fabre. Je suis allé le rencontrer pendant sa première mandature à sa mairie, et il m'a bien reçu, on a bien causé comme des amis. J'ai vu les conditions dans lesquelles on a voté, et puis je lui ai lancé un appel public en disant, grand frère, retire-toi de ça, parce que ces gens, ils veulent te manipuler. Vous voyez? Mais mon grand frère, Jean-Pierre Fabre, sait bien, mais il est sûr de lui. Vous voyez, il est pris dans un piège, pas le piège de la manipulation du régime. Quand on est des partis, des militants, ceux-là, ils veulent que vous puissiez exister politiquement. Si lui, il décide de ne pas aller, il se dit qu'est-ce que les militants vont faire. Mais à un certain moment, il faut avoir le courage de mettre le haut là. C'est ce que Gbagbo a fait récemment en Côte d'Ivoire, c'est ce que d'autres font. Et regardez la Guinée, hein, avec de grands partis politiques. Moi, j'étais allé là-bas pour travailler avec des partis comme l'UFDG et autres. Je vous assure, quand là, c'est des militaires qui sont au pouvoir, c'est leur moment. Ils ont dissous tous les autres partis politiques, ils sont allés aux élections, ils disent qu'ils les ont gagnés. Ouais, c'est ça la réalité. Donc, quand on y va, on ne veut pas aller à moitié pour dire voilà. Et en même temps, quand on y va, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Donc, je ne dis pas ça pour critiquer, mais je dis, écoutez, le temps passe. Vous voyez, il y en a qui sont là fatigués parce que eux aussi, j'ai parlé de cette génération-là de leaders qui sont terminés. Il y a une deuxième génération qui a suivi. Vous voyez, Jean-Pierre Fabre était un lieutenant de J. Olympio, Brigitte Adjamagbo Johnson était un lieutenant de Léopold Ninovi. Maintenant, c'est eux qui sont là. Derrière, il y en a qui attendent, qui vont voir ce qu'il veut faire. Pendant ce temps, Fort aussi prépare ses petits frères pour le remplacer. C'est ça le piège dans lequel nous nous trouvons au Togo. Et c'est désastreux. Oui, aujourd'hui, vous, monsieur Dani, en tant que leader togolais, vous... Ben, l'alternance a été un combat pour lequel nos aînés se sont engagés il y a longtemps. D'abord, il faut voir que le Togo a été comme d'autres pays qui ont connu le régime de parti unique, parti État après son indépendance. On peut nous comparer à d'autres pays, hein, à l'époque, comme le Bénin voisin, comme la Côte d'Ivoire, comme la Guinée haute, où il y a un dirigeant très fort. Chez nous, c'était Gnassingbé Adema qui était là, qui dirigeait le pays de maître, qui a fait 38 ans au pouvoir. Bon, la possibilité qu'il y ait alternance n'a commencé véritablement qu'à partir de 90-91. Et comme le Bénin qui a fait sa conférence nationale souveraine, le Togo en a fait aussi dans la foulée. Et les bases d'une alternance politique avaient été jetées. Mais Adema et son armée ont réussi à torpiller tout ça et à s'accrocher au pouvoir jusqu'à sa mort en 2005 quand cette armée-là nous a imposé son fils. Les Togolais ont consenti beaucoup de sacrifices pour le changement, pour l'alternance. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu même plusieurs solutions qui ont été essayées. Hein. Beaucoup de jeunes pensent que les Togolais étaient des gens trop dociles, qui ne se battaient pas comme il faut. Mais non, je connais des gens, je connais des initiatives. Il y avait eu des tentatives, de véritables tentatives de coup d'État par le passé. Il y avait en 86 déjà, là je parle de 1986, ce qu'ils ont appelé attentat terroriste, un groupe donc de Togolais qui avaient pris des armes pour abattre le régime Gnassingbé, qui ont attaqué Lomé, mais qui n'ont pas pu le renverser. Voilà, donc des situations qui ont eu lieu. Maintenant, à partir de 92, on a voté une constitution, puis 93, une élection présidentielle que l'opposition a boycottée. Adema a prétendu l'avoir gagnée. Et celle qui a suivi, beaucoup de fraudes qu'il a organisées, en tuant aussi des Togolais massivement. Et c'est ça qui s'est poursuivi jusqu'à présent, vous voyez. Nous avons payé, si de nous, je parle du peuple togolais, un lourd tribut pour le changement politique. Malheureusement, il n'a pas eu gain de cause parce que, pour le moment, le groupe qui confisque le pouvoir s'est montré plus fort parce qu'il détient toute la puissance d'État. L'armée qui épaule la famille Gnassingbé, c'est elle qui est au pouvoir depuis lors et c'est ça la vérité. Oui, mais lorsque vous dites ça, vous savez,
Sur le plan international, on reproche aux Togolais, surtout les leaders d'opposition, les leaders politiques togolais, que c'est parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre aussi que la dictature s'enracine, que la dictature est toujours là. Il y a trop de divisions, on voit les voix, c'est-à-dire les Togolais n'arrivent pas à s'entendre pour pouvoir faire partie de ce régime. Est-ce que cela aussi ne fait pas partie des problèmes de ce pays? Vous savez, imaginez que ce soir, vous appreniez que tous les Togolais de tous les bords politiques se soient entendus face à Faure Gnassingbé, son armée, sa 5e République. Qu'est-ce qu'ils feraient? Puisqu'ils ne peuvent même plus voter pour un président de la République. Ouais. Mais alors, je vous parlais tout à l'heure de 93. En 93, on avait le collectif de l'opposition démocratique. On avait de grands leaders politiques à l'époque. Hein. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus. Hein. Je savais beaucoup de fierté que je vous parlerai des gens à l'époque. Le vrai Gilles-Christ Olympio était là. On avait Yaovi Agboibo, Ninevi Léopold, Zarifou Aïeva, Edem Kodjo. Vous voyez, des leaders de poigne que moi j'ai eu la chance à l'époque dans ma jeunesse. Parce que j'étais engagé dans la presse et dans la société civile. Hein, j'ai pu avoir la chance de me frotter avec ces personnalités. C'est des gens de conviction qui étaient unis et qui faisaient rien au hasard. Hein. Il y avait leur parti politique, mais ils étaient toujours unis pendant les élections comme en dehors des élections. Mais la vérité, c'est qu'en face d'eux, il y a une muraille. Le régime est une muraille. Il y a d'autres régimes comme ça sur Terre. C'est comme la Corée du Nord. C'est comme des régimes communistes qu'on a en Europe de l'Est. Hein, c'est comme la Russie qu'on connaît encore aujourd'hui, où la démocratie n'est qu'une charpente. On s'en sert pour préserver le pouvoir d'État. Hein, ce n'est pas une véritable démocratie. Donc l'alternance par les urnes a montré qu'elle n'était pas possible. Joël, je ne sais pas si tu es au courant, mais en 94, il y avait des législatives qu'une partie de l'opposition a boycotté. Mais deux partis à l'époque, le CAR d'Agboibo et UTD de Dem Kodjo, avaient réussi à battre le RPT. Vous voyez, ça c'est au sorti de la conférence nationale, les premières élections législatives. Ils ont battu le RPT, mais le ADEMA a réussi encore à semer la zizanie entre eux, alors que le CAR avait plus de 36 députés, donc comparé donc à l'UTD, était normalement, Agboibo devait être nommé Premier ministre, mais Yadema a nommé Edem Kodjo pour créer la division entre eux. Et c'est ça qui a fait que l'opposition n'a pas pu diriger le gouvernement à l'époque. Ouais, donc il y a toujours des astuces que le régime au pouvoir use. Soit on vous achète, soit on vous tue, soit on vous chasse pour aller en exil. Voilà, c'est des situations comme ça où on vous divise. Et ce n'est pas seulement au Togo où l'opposition est divisée comme ça. Moi qui sillonne l'Afrique, qui ai vu d'autres régimes, j'avoue que quand un régime veut rester autour d'un homme et aussi un régime prébendier avec beaucoup de corruption, ben, ils ont plus d'un tour dans leur sac pour rester longtemps au pouvoir. Mais faut lui-même qui donne les informations à Ferdinand de faire très attention à Ferdinand. Tu vois? Et il y a d'autres qui appellent pour dire que de faire très attention à Zaga, il est sur la position de trahir la lutte. Il y a d'autres qui appellent Tanta, il faut faire attention à Tanta. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Et il y a des gens qui tombent dans ces genres de pièges. Mais je comprends. Mais il faut faire attention. Aujourd'hui, l'objectif, c'est Faure Gnassingbé. Le Togo doit changer. Les Togolais doivent vivre maintenant de leurs biens, doivent profiter du Togo. Tous les Togolais doivent rentrer chez eux dans leur pays sans avoir peur d'aller en prison. Tous les prisonniers politiques, on doit les libérer sans exception, sans aucune... C'est que gens, on ne doit même pas parler même. Et ça là même déjà, ça c'est le bien même de Faure lui-même. C'est dans son propre bien de se lever, dire que bon, les gars, libérez tous les prisonniers politiques. C'est dans son propre bien, c'est pas pour nous. Pour apaiser déjà le cœur. Il a des enfants, il faut pas qu'il oublie qu'il a des enfants, il a de la famille, il a ses femmes, il a... Et un jour qu'il va quitter le pouvoir, ça va chauffer. Donc déjà, il faut commencer à aller sur les vrais trucs. Libérer déjà tous les prisonniers politiques sans exception. Et raconter, c'est pas du tout. Il faut laisser tout ça. Et nous sommes là pour le peuple. Le peuple ou rien. La dernière fois, Ferdinand a eu à vous dire que le système de Faure Gnassingbé, ce n'est pas Faure lui-même. C'est tous ces liens de sang
tous ces liens de sang, le neveu de temps, le neveu de temps, ceux qui sont en bas de fond, c'est eux-mêmes qui creusent même la tombe même des Togolais. Tu vois? Donc c'est tout un arbre, un baobab, bien enraciné. Donc du coup, c'est un combat qui sera très dur, mais on va y arriver si nous sommes ensemble, dans le même esprit. Tu vois? Ne laissez pas les gens mettre des virus dans